Bonjour tout le monde. Nous attendons encore quelques minutes, 2, 3 minutes, pour que tout le monde puisse se connecter. Et après, on va commencer la séance. Aujourd'hui, on a le très, très grand plaisir d'accueillir le professeur Gilles Novarina parmi nous, qui va nous faire une présentation à propos des zones d'activité économique. Pour moi, c'est vraiment un très grand plaisir d'accueillir Gilles Novarina. Il est professeur à l'Institut d'urbanisme de Grenoble et chercheur au laboratoire Architecture, Environnement et Culture constructive. Et donc, les professeurs Novarina s'intéressaient beaucoup au thème sur la planification territoriale en Europe, aussi en Italie, et les projets urbains, la mobilité durable. Et en tant que responsable scientifique, il a dirigé les recherches pour le PUCA, les espaces économiques de la ville, spécialisation et intégration. Donc, c'est une recherche qui nous intéresse particulièrement et que je vous conseille. Je vais la partager avec vous dans le chat, car elle réinterroge une notion particulièrement importante et dont on a déjà eu l'occasion de parler à plusieurs reprises dans notre cours, que c'est celle de la notion de mixité fonctionnelle. Donc, quel est le degré de mixité qu'il convient d'introduire dans une zone d'activité économique? Donc, aujourd'hui, il participe à d'autres recherches-actions, toujours pour le PUCA, et donc nous, on est extrêmement intéressés d'écouter donc la présentation de Monsieur Novarina. Donc, s'il y a tout le monde, ben, je pense que les derniers étudiants sont en train de se connecter. Voilà. Bonjour, Monsieur Novarina. Bonjour, bonjour à tous. Et Merci voilà. pour cette présentation flatteuse. Merci à vous. Vraiment, c'est un vrai plaisir de vous accueillir dans la cour. Merci. Peut-être il faudrait que je puisse partager l'écran pour Bien sûr, faire une je vais petite vous nommer, présentation, si vous êtes d'accord. évidemment, je vais vous nommer Cohort. Et voilà, je pense que vous pouvez partager l'écran maintenant. Alors, je vais partager l'écran. Alors, oui, vous m'avez présenté, donc j'ai été professeur à l'Institut d'urbanisme à Grenoble pendant longtemps. J'ai même dirigé cet institut et depuis un an, je suis maintenant retraité et donc je suis ce qu'on appelle professeur émérite. Donc, j'ai plus de fonction opérationnelle en matière d'enseignement, mais je continue à faire de la recherche. Euh, donc, euh, je vais donc faire une intervention, je vais essayer de la faire la plus courte possible. C'est moi qui dois admettre les gens, il y a plein, ça s'affiche sur mon écran. Non, non, c'est moi qui J'admets le les fais. gens au fur et à mesure. Euh, je vais faire une intervention, comme vous l'avez dit, qui est tirée de deux recherches. Une première recherche qui était plus une recherche à caractère théorique, basée à la fois sur une relecture de l'histoire de l'urbanisme et de la place de l'industrie et de la production dans l'histoire de l'urbanisme, dont vous avez parlé, qui a fait l'objet de la publication d'un rapport. Et puis une recherche qui est une recherche en cours, donc qui n'est pas terminée, qui, elle, s'intéresse plus concrètement à des zones d'activité dans trois villes, trois métropoles, Lyon, Grenoble et Annecy. Et donc, je parlerai d'une des études de cas, j'en ai pris une, celle qui est peut-être le plus aboutie, pour qu'on comprenne mieux ce que c'est qu'une zone d'activité aujourd'hui. Hein, parce qu'on a des images, zone industrielle, zone d'activité, zone technologique. Je vais revenir sur ces notions, mais peut-être que ça ne correspond pas à la réalité des zones d'activité. Donc voilà, je vais faire... Alors, comment il faut que j'avance? Je vais faire une intervention en 3 temps, ça va être assez simple. D'abord, je vais revenir sur la place de la ville productive dans la pensée urbanistique et architecturale. C'est une chose qui nous a beaucoup étonnés quand on a mené la première recherche, c'est que c'est un oublié de cette pensée, c'est-à-dire que, je reviendrai là-dessus, mais c'est quelque chose qui n'est pas traité, ni d'un point de vue théorique, ni d'un point de vue pratique. Je reviendrai sur les objets urbanistiques dédiés aux activités économiques en France, même si la première recherche qu'on avait faite avait porté sur la France et l'Italie. Si vous le souhaitez, je pourrais dire quelques éléments sur la différence entre la France et l'Italie.
Et puis, donc, je vous parlerai de cette recherche-action qui porte sur la requalification durable des zones d'activité. Donc, il se pose la question de savoir, j'expliquerai pourquoi aussi c'est un enjeu important, comment on peut modifier, transformer, densifier, requalifier les zones d'activité. On verra quels sont les termes qui sont le terme qui est le plus approprié, en prenant un exemple dans la périphérie ouest de l'agglomération lyonnaise. Voilà, donc je vais faire cette intervention en 3 temps. Donc, simplement, si on caricature les choses à souhait et qu'on regarde comment des activités économiques, et les activités économiques, c'est quelque chose d'assez diversifié. C'est la première chose qu'il faut imaginer et prendre en compte. Donc, si on regarde comment sont implantées les activités économiques en ville, c'est quelque chose qui est très connu, mais en gros, jusqu'à la période, au début de la période des 30 Glorieuses, donc la période de croissance économique forte qui a caractérisé les pays dits développés à partir du début des années 50, les activités économiques étaient plutôt réparties dans le tissu urbain. Et donc, c'est à partir des années 50, dans le cadre de l'industrialisation de la France, mais d'autres pays européens, aux États-Unis, qu'on a essayé de concentrer les activités économiques dans des espaces spécialisés. Et donc, c'est à ce moment-là, en France, qu'on a inventé la notion de zone industrielle. Par la suite, quand cette période a commencé à s'arrêter, quand il y a eu les prémices d'une crise économique, à partir de 1973, avec le premier choc pétrolier, on a assisté à des phénomènes de dispersion, notamment en périphérie des villes. Et aujourd'hui, on se pose la question d'un retour à la mixité fonctionnelle et éventuellement une mixité habitat, activité économique. On a tendance à valoriser l'idée d'une ville de type médiéval, plutôt dense, dans lequel les activités occuperaient les rez-de-chaussée des immeubles. C'est un peu l'image qu'on a tous. Et donc, dès la première recherche qu'on a faite, c'était un appel d'offres qui s'appelait mixité ou spécialisation. On a insisté sur le fait qu'il ne fallait pas opposer les deux termes, et je reviendrai dessus à partir de l'exemple concret que je vais traiter. Voilà, alors, premier point, la ville productive, un grand oublié de la pensée urbanistique et architecturale. Quand on a commencé la première recherche, on avait tous en tête, les différentes collègues qui travaillaient avec moi, qui étaient des architectes et des urbanistes, on avait tous en tête l'idée que la ville industrielle était au centre de la pensée urbanistique. Le Corbusier, par exemple, un des grands architectes urbanistes modernes, pas le seul, on a tendance à penser qu'il est trop le seul et qu'il représente tous les architectes urbanistes modernes. Et on voit la modernité à travers sa pensée, ce qui est une erreur, parle toujours de ville industrielle et imagine que la ville doit être structurée sur la base de principes qui sont des principes qui sont appliqués dans la grande industrie. Donc, il y a un discours sur la ville industrielle, sur la nécessité d'adapter l'urbanisme à la ville industrielle, mais il y a peu de réflexion sur comment accueillir les activités en ville, dans quel type d'espace. Il y a peu de réflexion, peu d'implication des architectes et des urbanistes sur les bâtiments industriels, même sur leur architecture. C'est quand même considéré comme les bâtiments commerciaux, comme quelque chose qui n'est pas noble, dont les architectes s'occupent peu, notamment en France, et donc c'est laissé à d'autres spécialistes de la construction. Et donc, on a vérifié ce travail en faisant un travail de dépouillement des revues urbanistiques françaises et italiennes. On a travaillé notamment à travers la revue Urbanistique en Italie et la revue Urbanisme en France. Et on a trouvé en gros, on a dépouillé tous les sommaires entre 1950 et 1990. On a trouvé 4 ou 5 articles de chaque côté. Alors que la production intellectuelle sur la question du logement est très, très abondante. Il n'y a pas un numéro de la revue Urbanisme dans lequel on ne parle pas des logements, des zones de logement,
des ZUP, etc., etc. Voilà, excusez-moi, j'ai fait une bêtise. Voilà, et donc, en France, la question des zones industrielles a été prise en compte dans les politiques publiques, dans les politiques publiques d'urbanisme. Au même moment, on a créé les zones urbanisées en priorité, les ZUP, qui sont en fait les secteurs urbains, oui, qui accueillent le logement social et le logement en accession à la propriété aussi, en partie, qui a été produit en grande quantité entre 1955 et 1975. On a inventé la notion de zone industrielle. Et là, c'est simplement une citation d'un personnage important, hein, qui a été sans doute un des grands urbanistes français. Il était ingénieur des ponts et chaussées, mais il a été un des grands urbanistes français dans les années 55-75. Il a été un des responsables de la Société centrale d'équipement du territoire, donc filiale de la Caisse des dépôts, qui a aménagé tous les grands projets urbains des années 55-75. Il avait la responsabilité de ces aménagements. Et donc, il fait le parallèle entre la zone urbanisée en priorité la ZUP et la zone industrielle, la ZI, si on aime les sigles. Mais il explique que pour la création d'une zone d'habitation, on peut définir des principes ou des normes qui permettent l'aménagement des terrains, la construction des immeubles et des réseaux souterrains. On peut le faire. On peut aller très loin dans le détail. Hein. Il y a prendre des réflexions sur la cellule de logement, la taille de la cuisine, la taille des pièces, les questions d'ensoleillement. Enfin, on a été très loin dans les normes, les principes qui ont permis d'encadrer cette politique. Il explique qu'en matière industrielle, on ne peut pas faire la même chose. Hein, et que, en fait, le rôle de l'État, c'est de se contenter de produire en fait du foncier industriel, du foncier pour les activités économiques. Et qu'il dit que si l'aménagement, quand il parle d'aménagement, il parle d'acheter des terrains, de les équiper et de les revendre, et cet aménagement du ressort de la collectivité, ce n'est pas la responsabilité de la collectivité, à la fois de l'État et des collectivités locales, des villes, de s'immiscer dans la construction des usines dont la responsabilité doit rester du ressort de l'entreprise privée. Donc, le partage des responsabilités entre secteur public et secteur privé qui existe en matière de logement et en matière industrielle n'est pas le même. L'État s'est contenté de produire du foncier, de produire des zones d'activité, d'acheter les terrains, de les viabiliser et de les revendre aux industriels. C'était la seule action qui a été menée et il n'y a pas vraiment de réflexion sur comment on implante les bâtiments sur les parcelles, comment on organise les parkings, etc., etc., etc. Donc, c'est pour ça que la ville productive, les activités économiques, c'est plutôt un parent pauvre de cette grande période de développement économique et d'aménagement de la France. Alors, quand on a fait la comparaison avec l'Italie, quand on dit zone industrielle, ça veut dire qu'il y a une acquisition foncière publique préalable en France, alors qu'en Italie, on a simplement classé dans les plans régulateurs généraux, qui sont l'équivalent des plans d'occupation des sols à cette époque-là, des zones, des secteurs géographiques en zone d'activité, et ce sont les industriels qui ont acheté le terrain et qui ont construit leurs bâtiments. Donc, il y a une moindre coordination de l'aménagement économique en Italie qu'en France. Voilà. Alors, à partir de cet objet particulier qu'est la zone industrielle, qui est en fait un lotissement, hein, avec des parcelles de taille différentes sur lesquelles on vend aux industriels, il y a eu progressivement une spécialisation des différentes zones d'activité économique. Par exemple, on a créé au bout d'un moment les zones d'activité économique par rapport aux zones industrielles, avec l'idée que peut-être il fallait diversifier les activités économiques dans ces zones industrielles, ne pas accueillir que des usines. On a inventé des objets particuliers
pour les fonctions de service qui sont internes aux grandes entreprises en créant des centres directionnels, par exemple. On a essayé de spécialiser à partir du début des années 80 des zones d'activité dans les activités technologiques. On a inventé ce qu'on a appelé les technopoles par la suite, ou les parcs technologiques. Un des premiers parcs technologiques est né à Grenoble, c'est la ZIRST, hein, qui s'appelle aujourd'hui InnoValley, et en même temps que Sophia Antipolis, dans la périphérie de Nice. Donc, les technopoles, hein, qui est un objet urbain qui a eu beaucoup de succès à cette époque-là, c'est simplement une zone d'activité, une zone industrielle, dans laquelle on n'accueille qu'un certain type d'activités économiques, les activités dites de haute technologie, des centres de recherche, des entreprises qui travaillent avec les centres de recherche. Donc, il y a un comité de sélection qui empêche d'autres entreprises de s'installer sur la zone. Donc, c'est tout le contraire de la mixité. Et puis, on a un certain nombre d'équipements qui permettent l'animation de la zone, un restaurant interentreprise, des équipements de loisirs, et tout ça se fait plutôt dans des zones vertes où il y a une végétation plus abondante que dans la zone industrielle. Mais le principe est toujours le même. Donc voilà, il y a eu des objets qui sont progressivement développés, et à cette époque-là, il y a eu un phénomène important qui a encore une importance aujourd'hui, mais ça évolue un peu dans le temps, qui a consisté à faire ce qu'on appelle de l'immobilier d'entreprise locatif. C'est-à-dire que jusqu'à cette époque-là, on était plutôt dans un monde où les industriels, les chefs d'entreprise achetaient un terrain et construisaient leur usine. Quand ils faisaient appel à un promoteur constructeur, le promoteur constructeur avait un client pour lequel il réalisait une usine. Et on a vu se développer différents objets architecturaux urbanistiques dans lesquels des promoteurs construisaient des immeubles de bureaux ou des immeubles pour accueillir des activités technologiques sans connaître le client, hein, et mettant sur le marché des bâtiments locatifs, comme quand un promoteur qui fait du logement locatif, il construit et puis après il met en location et il essaie de trouver des clients. Et ces objets urbanistiques se sont beaucoup développés parce que on a placé sur les marchés boursiers ces objets, on les a vendus, hein, des gens qui voulaient investir, comme on fait par exemple, on peut, pour défiscaliser ces revenus, on peut faire de l'immobilier pour les étudiants, par exemple. Eh bien, on a fait la même chose, et donc on a développé ce type de produit. Donc voilà, l'histoire de l'évolution des zones d'activité, de la production en ville, c'est toute cette histoire. Donc, on part d'un objet qui est un objet un peu unique, qui est la zone industrielle, et puis petit à petit, on spécialise, on essaye d'avoir des produits immobiliers, je vais employer ce terme, on essaye d'avoir des espaces économiques qui sont de plus en plus spécialisés. Et donc, là, ça nous a amené un tout petit peu à réfléchir. La réflexion qu'on a menée, c'est que sans spécialisation, hein, sans zoning, il faut employer les termes employés, c'est-à-dire sans réserver des espaces aux activités économiques, un certain type de développement n'aurait pas pu avoir lieu. On n'aurait pas eu le développement des activités de recherche, le développement des activités de service aux entreprises, le développement des activités high-tech dans l'informatique, l'électronique, l'intelligence artificielle, si on n'avait pas mis à disposition de ces entreprises, de ces activités économiques, des espaces, et qu'on les avait réservés à elles. Alors, pour quelle raison? Pour une raison simple à comprendre, que peut-être, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est que les entreprises sont prêtes à payer une charge foncière, un terrain, à un prix qui est toujours moins élevé
quand on est, par exemple, jeune entreprise, jeune start-up dans les hautes technologies, moins élevé qu'une industrie traditionnelle ou qu'un investisseur commercial, moins élevé que le logement social et moins élevé que le logement en accession à la propriété. C'est toujours plus rentable pour un promoteur. Si on laisse fonctionner le marché, on n'aura que du logement. Et le processus le plus classique, c'est des zones d'activité qui, petit à petit, rentrent dans le tissu urbain, sont insérées dans le tissu urbain et qui sont transformées petit à petit, quand les activités ne sont pas trop polluantes, que les sols ne sont pas trop pollués, qui sont transformées en zones de logement. On achète le foncier au prix industriel et on le revend au prix du logement, et c'est comme ça qu'on fait des plus-values quand on est promoteur. C'est important d'avoir cette dimension économique en tête, parce que si on fait trop de mixité, on aura peu d'activités de production, on aura beaucoup de bureaux, mais surtout on aura beaucoup de logements, si on laisse fonctionner le marché. Voilà. Un peu sur Donc, quand on a constaté ces phénomènes, on a fait les premières enquêtes, une des recommandations qu'on a formulées à l'égard du plan de construction architecture, le PUCA, qui dépend du ministère de la Transition écologique, c'est de dire on peut introduire de la mixité, mais il faut le faire avec beaucoup de prudence. Parce qu'autrement, si on joue complètement la mixité, on aura des quartiers de logement et on reportera toujours plus loin des centres-villes les activités économiques. Voilà un peu les premières réflexions qu'on a menées quand on a mené cette première recherche, qui était une recherche à caractère assez exploratoire, mais qui nous a amené à ce type de conclusions, qui sont peut-être des conclusions qui peuvent paraître banales, mais qui, de notre point de vue, sont relativement importantes. Voilà, je ne sais pas si vous voulez poser quelques questions, vous voulez que je continue, comment vous voulez faire? Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions de la part des étudiants, on peut continuer. Et après, il y aura des questions à la fin. Après, on posera les questions. Alors, voilà, donc ça, c'est une recherche un peu théorique qui portait donc sur zoning versus mixité ou zoning versus spécialisation. Et donc, on s'était intéressé aussi à des projets, des projets d'amélioration de la situation des zones d'activité les plus anciennes. Donc, le PUCA a lancé, le plan urbanisme, construction et architecture a lancé il y a 2 ans, une consultation de recherche qui s'appelait « Quelle place pour quel travail en ville? Les conditions économiques, sociales et environnementales de la ville productive ». Donc, cette consultation de recherche, c'est une consultation qui est liée à deux réflexions préalables du PUCA. La première réflexion, c'est qu'il y a encore des activités de production en ville et il faut se poser la question de leur devenir. Est-ce qu'on les garde en ville? Comment on peut faire coexister les espaces qui les accueillent avec des espaces qui sont dédiés au loisir, au logement? Ça, c'est une première réflexion qui prolonge celle qui avait été menée au préalable. Et la deuxième question qui se pose, c'est le gouvernement a adopté un principe il y a 5 ans maintenant, qui est celui du zéro artificialisation nette, c'est-à-dire la quasi-interdiction d'ici 2025 d'ouvrir de nouveaux espaces naturels ou agricoles à l'urbanisation. Or, le processus de développement économique et le processus d'aménagement des zones d'activité a toujours consisté, depuis le début du XXe siècle,
à expulser des activités économiques en périphérie des villes. Le phénomène plus classique, c'est une entreprise s'installe sur un territoire de banlieue, par exemple. L'urbanisation se développe tout autour de cette activité économique qui reste là. Après, il commence à y avoir des problèmes de coexistence entre logement et activité économique, et au bout d'un moment, les valeurs foncières augmentent et l'industriel dit eh ben, je vais partir, je vends mon terrain, il négocie soit avec un privé, soit avec la ville, il le vend le plus cher possible, et puis avec le prix qu'il gagne, il va s'installer plus loin à la campagne, pas trop loin d'une voirie, si possible, de desserte. Et donc, il va s'installer à l'extérieur et ça produit un processus, il y a un processus qui se développe, qui se génère d'expulsion des activités toujours plus loin des centres-villes. Une des conséquences, c'est le développement des mobilités entre les lieux d'habitation et les lieux d'activité. Et donc, ce développement des mobilités se traduit par des phénomènes de pollution de l'air, puisque la circulation automobile est le principal responsable de l'augmentation des gaz à effet de serre. Il faut faire attention parce que cette mobilité domicile-travail, cette mobilité liée au fait qu'on va travailler, qu'on y va en voiture, c'est simplement un tiers de la mobilité dans les villes, donc ce n'est pas la plus importante. On parle toujours d'elle, mais ce n'est pas la plus importante. Mais enfin, c'est quand même un problème. Donc, zéro artificialisation nette, interdit ou rend très difficile l'ouverture de nouveaux espaces agricoles ou naturels à l'urbanisation. Donc, il faut essayer de mieux utiliser les espaces qui sont à l'intérieur des périmètres des villes. Encore, il faudrait s'entendre pour savoir ce que c'est qu'une ville ou une métropole. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça comprend, qu'est-ce que ça ne comprend pas. Mais disons, par exemple, que dans le document qui s'appelle le schéma de cohérence territoriale, il y a quand même des périmètres qui sont définis, on parle de ces périmètres-là. Donc, mieux utiliser l'espace. Et donc, la question se pose de savoir comment on peut... qu'est-ce qu'on fait des espaces économiques qui sont compris dans les périmètres urbains? Cette question-là est une question importante parce que quand on fait un certain nombre de bilans des zones qui ne sont pas totalement remplies, on s'aperçoit qu'il y en a de moins en moins. Et par exemple, on travaille à Annecy, qui est une ville de Haute-Savoie, l'agglomération fait à peu près 200 000 habitants, donc c'est une agglomération moyenne, ce n'est pas ce qu'on appelle une métropole. Et donc, dans cette agglomération moyenne, il y a une activité économique qui marche bien, il y a la proximité de la Suisse où les gens vont travailler, donc il y a une tension foncière, une tension sur les marchés fonciers qui est importante, il n'y a plus d'espace nouveau qu'on peut accorder aux activités économiques, aux activités industrielles. Donc, la question des zones d'activité existantes et donc la question d'en améliorer les qualités, de les requalifier, de les utiliser le mieux possible, devient une question importante. Parce que si on ne peut plus envoyer des activités économiques dehors, il faut les laisser là où elles sont, il faut mieux utiliser les terrains, et donc il faut mieux comprendre ce que c'est que ces zones d'activité. J'ai tourné ma langue cette fois dans la bouche, j'ai jamais parlé de densification. Pas parce que je suis contre la densification, mais avant de dire il faut densifier, c'est-à-dire là où il y a un bâtiment qui fait un étage, en faire 2, ou 3 ou 4, il faut se poser d'autres questions. Il faut se poser la question de l'organisation de l'ensemble de ces espaces et de leur meilleure utilisation possible. Il y a des espaces qui sont peu qualifiés dans ces zones d'activité, on verra lesquels, autour des bâtiments, etc., etc. Et donc, il faut se poser la question autant des espaces ouverts que des espaces bâtis. Alors, donc, nous, on a proposé un projet de recherche qui s'appelle une recherche-action sur la requalification durable des zones d'activité. Et on avait 3 objectifs: dresser un état des lieux et analyser les mutations prévisibles des zones d'activité existant dans différentes villes de la région Rhône-Alpes. Sur la base de cet état des lieux,
préfigurer des scénarios de requalification durable, c'est-à-dire voir là où il faut intervenir, c'est ce que je viens d'aborder, et puis d'avoir aussi une réflexion sur une exploration qui peut intéresser les architectes particulièrement, c'est leur job, sur est-ce qu'on peut imaginer de nouvelles typologies de locaux d'activité. Et donc, tout le monde pense à ce moment-là qu'on pourrait monter en hauteur et avoir des bâtiments qui soient des bâtiments de meilleure qualité que ceux qui existent. Voilà, alors, dans cette recherche, le commanditaire est toujours le PUCA. Ça fait partie d'un ensemble de recherches, on n'est pas les seuls à travailler là-dessus, mais nous, on travaille sur cet objectif de la requalification. On a à peu près terminé le premier point, on commence à imaginer des choses sur le deuxième point et on n'a pas encore vraiment abordé le troisième. Voilà. Donc, je parlerai plutôt du premier, je vous donnerai quelques orientations sur les scénarios possibles, les pistes d'action possibles. Et après, ça suppose qu'on travaille avec les acteurs locaux, ce n'est pas si simple que ça, et qu'on dessine des choses, qu'on imagine des choses, même si c'est plutôt des dessins au ras du sol que des dessins de bâtiments. Voilà, donc on en est à peu près là. Voilà, donc ça c'était un petit schéma pour expliquer les choses. Donc, dans le premier temps, on a fait un atlas cartographique. On s'est posé la question de l'insertion territoriale des zones, de la morphologie urbaine et de l'économie de ces zones. Pour les scénarios, on veut construire des hypothèses, travailler avec les acteurs. Et puis pour l'habitat, on était plutôt dans l'idée de faire un benchmark et de faire des expérimentations. Voilà, donc ça, c'est un peu les intentions. Et donc, je vais vous prendre un exemple, qui est celui de la vallée du Garonne, que sans doute vous ne connaissez pas. En général, on ne connaît pas ces espaces, on n'y va pas, on ne s'y promène pas d'ailleurs. On peut le faire en voiture facilement, mais le faire à pied ou en vélo, c'est pratiquement impossible. Or, quand on passe en voiture sur des rues qui sont un peu étroites, on ne voit pas grand-chose. Donc, c'est pour ça qu'on ne va pas dans ces espaces et qu'on ne les regarde pas. Et donc, c'est un petit ensemble de communes qui est situé dans l'ouest de Lyon. L'ouest de Lyon, c'est plutôt la partie chic de Lyon, mais là, on est plutôt au sud-ouest, donc c'est un peu moins chic que le reste de l'ouest de Lyon. C'est une vallée où il y a pas mal d'industries encore, et qui ne fait pas partie institutionnellement de la métropole de Lyon, même si ça fait partie objectivement de la métropole de Lyon au sens développement économique, développement social, géographie, mais elle n'est pas membre de l'institution qui s'appelle Métropole de Lyon, et ils sont organisés dans le cadre d'une communauté de communes. Voilà. Alors, donc, quand on regarde un peu ces espaces-là, il y a beaucoup de chiffres économiques, mais je pense que quand on veut traiter de ces questions-là, il faut avoir quelques notions de l'économie. Et donc, c'est une zone qui, d'une part, a une dynamique qui est très positive. Hein, ils gagnent des habitants, ils gagnent des emplois. Peut-être que ça se fait au détriment de l'environnement, mais en tout cas, d'un point de vue du développement économique et social, c'est plutôt une zone qui connaît une croissance. Avec une croissance démographique qui est plus rapide que dans le reste de la région urbaine. Brignais, c'est donc, il faut que je le retrouve, excusez-moi. Je ne sais pas, c'est ici, hein, dans ce secteur-là. Il y aura des cartes plus précises, on verra tout à l'heure. Donc, qui connaît une croissance démographique. Cette croissance démographique, elle est à la fois alimentée par le sol naturel, c'est-à-dire l'excès des naissances sur les décès, et par le sol migratoire, par des gens qui s'installent. Les gens qui s'installent sont des jeunes ménages, c'est-à-dire qui ont entre 30 et 40 ans avec des enfants, hein, qui quittent en général le logement collectif du cœur de la métropole de Lyon pour s'installer en maison individuelle ou maintenant en logement collectif à la périphérie de la ville. Mais c'est aussi une zone qui accueille des entreprises. Hein, il y a plus 12,7% des emplois entre 2011 et 2017. Et quand on regarde
des actifs et des emplois. Alors, quand on parle des actifs, au sein de la population, c'est les gens qui ont un travail, qui vivent dans une zone donnée, mais ils peuvent travailler à l'extérieur. Et quand on parle des emplois, c'est les postes de travail qui sont dans la zone. Hein? Donc, il peut y avoir beaucoup d'actifs dans une ville, mais peu d'emplois sur place. Hein? Si vous allez prendre les communes qui sont très périphériques, en général, il y a beaucoup d'actifs et peu d'emplois. Donc, les gens vont travailler ailleurs. Et donc là, on voit bien que c'est équilibré. Hein, 12... Il y a même plus d'emplois que d'actifs. Donc, c'est plutôt un secteur qui attire des gens. Voilà. Et donc, on a un peu précisé les choses. Hein, c'est un phénomène important. On voit bien qu'il y a plutôt des cadres ou des professions intermédiaires qui s'installent sur place, mais eux vont travailler au centre de Lyon, et que par contre, il y a des ouvriers ou des employés qui habitent ailleurs et qui viennent travailler sur place. Il y a 13% d'actifs qui sont ouvriers, mais 23% des emplois sont ouvriers, donc il y a des flux dans les deux sens. Cette zone attire des ménages de catégorie intermédiaire et supérieure qui viennent vivre dans la commune, mais ils ne trouvent pas du travail sur place, ils quittent pour aller à Lyon. Par contre, les gens qui habitent dans les communes voisines, qui sont des communes où il y a pas mal de logements collectifs, qui sont employés ouvriers, plutôt ouvriers, viennent travailler sur place parce qu'il y a des emplois. Donc, il y a un flux important. Et là, on voit bien que ce n'est pas parce qu'on implante des activités dans une commune que les gens, forcément, qui habitent la commune y travaillent. C'est plus compliqué que ça. Et puis, quand on regarde des chiffres, le seul chiffre, c'est qu'on voit qu'il y a encore pas mal d'emplois industriels. Il y en avait 24%, il en reste 18%. Par exemple, je fais un autre petit travail sur Grenoble, qui est une zone soi-disant dynamique du point de vue économique. On a 9% d'emplois ouvriers, donc là, il y en a 2 fois plus. Donc, ça paraît peu, hein, 20% d'emplois industriels, moins de 20%, mais c'est beaucoup quand on se positionne par rapport à la France. La France est le pays d'Europe qui a le plus détruit d'emplois industriels jusqu'à une date récente. Beaucoup plus que l'Italie ou l'Allemagne, par exemple, qui ont gardé plus de production industrielle, notamment en ville, et même plus que la Grande-Bretagne. On a sacrifié nos emplois industriels et ça explique, la politique a changé depuis quelques années, ça explique qu'on n'ait pas d'emploi pour les gens qui ne sont pas ingénieurs, si je caricature les choses. Donc voilà. Et puis on voit aussi qu'on a pas mal d'emplois dans le domaine des transports et de la logistique, qui est un des enjeux aussi de l'aménagement des zones d'activité. Voilà, donc ça c'est un peu la situation et on voit bien que ce secteur géographique, il est équilibré. Pourquoi il est dynamique? Parce qu'à la fois il a une population avec ses enfants, ses femmes, ses hommes, ses ménages actifs, ses ménages retraités, qui vivent sur place, qui s'investissent sur place. Il y a par exemple un centre culturel dans la commune principale qui est donc Brignais, qui est à cet endroit-là. Et puis, il y a des activités économiques diversifiées, hein, qui produisent de l'activité économique, qui produisent de la richesse. Et donc, ces territoires font partie de ce qu'on appelle, les systèmes productifs et résidentiels, c'est comme ça qu'on les appelle, c'est-à-dire des systèmes qui gardent des activités économiques, mais qui ont aussi des fonctions résidentielles importantes. Et quand on regarde les chiffres sur la dynamique économique des différents espaces français, celui qui a le plus travaillé là-dessus s'appelle Laurent Davzy, c'est un économiste parisien. C'est des espaces qui résistent le mieux aux crises, beaucoup plus que les espaces spécialisés. Par exemple, Grenoble, où j'habite, enfin j'habite à côté de Grenoble, mais j'habite dans la métropole grenobloise, qui est une zone d'activité très technologique, très fondée sur la recherche, sur les activités qui sont liées à la recherche, est une zone qui passe mal les crises. On a un taux de chômage qui est un taux de chômage plus important que dans la moyenne nationale. On a beaucoup de mal, on n'a pas une diversité d'activités économiques qui permettent à tout le monde de trouver du travail. La vallée du Garonne, là, Lyon est plutôt dans cette
catégorie-là. Annecy aussi, sur lequel on travaille, mais la vallée du Garonne est représentative de ce type de territoire qui fonctionne plutôt bien et qui a une résilience par rapport aux crises, pour employer un terme à la mode. Voilà, alors, la zone d'activité sur laquelle on a travaillé, on rentre dans des objets. Et donc, le premier travail qu'on a fait, c'est un travail cartographique. On a travaillé à la fois sur le grand territoire, on a travaillé sur la morphologie urbaine de ces zones. On a regardé le réseau viaire, les parcelles, le bâti, les hauteurs, ce genre de choses. Travaux classiques d'analyse urbaine développés d'abord en Italie par Muratori et Caniggia, par exemple, et puis en France par Paneret et ses équipes, par exemple, mais aussi par d'autres. De Villers a travaillé là-dessus. Et donc, on l'a simplement appliqué aux zones d'activité, ce qui est fait plus rarement. Il y a quelques travaux en Italie sur ces questions-là, il y en a peu en France. Alors, donc, on voit bien qu'en 1953, cet espace est un espace principalement agricole, et sur la photo de gauche, on découvre le parcellaire agricole. Et si on regarde un peu les orientations du parcellaire agricole, on va retrouver dans les implantations du bâtiment les orientations du parcellaire agricole. Donc, on voit bien que c'est une zone qui s'est développée sur la base d'un parcellaire préexistant, qui n'a pas eu de projet d'ensemble, et que des activités économiques se sont installées là en achetant des parcelles aux propriétaires, en les regroupant. Donc, c'est un processus plutôt incrémental qu'un processus planifié. Il y a des zones d'activité qui sont plus planifiées que celles-là, qui sont plus organisées par un acteur unique. On voit aussi sur la première carte qu'il y avait une voie ferrée, elle est ici, mais on la voit, existante, que cette voie ferrée n'a pas contribué au développement de la zone et que la zone s'est développée quand, à partir des fin des années 70, on a créé une rocade autoroutière. Il y avait un projet d'autoroute qui devait permettre de desservir Saint-Étienne par le nord, qui a été arrêté depuis, mais cette rocade autoroutière a été construite juste qu'à Brignais et que donc il y a un échangeur et que donc la zone d'activité s'est implantée au niveau de cet échangeur. La question de la desserte par la voirie des zones d'activité est un élément essentiel dans leur naissance et leur émergence. Aujourd'hui, quand même, à la fois les gens qui viennent travailler et tous les flux de marchandises passent par la route. Alors, ça peut changer. Il y a une gare qui n'est pas très loin de la zone d'activité, qui est Stambrolas. Ça peut changer, mais en tout cas, il faut prendre en compte cette réalité-là pour pouvoir comment on peut la transformer. On ne peut pas dire fini la voiture, fini les camions, et on va résoudre ça avec les mobilités actives et la voie ferrée. Ce n'est pas aussi simple que ça. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller dans ce sens-là, mais il faut voir par où ça va passer. Voilà. Donc là, vous avez des cartes qui sont un peu plus courtes. On voit sur la carte de droite, on voit bien l'organisation des mobilités et on voit bien le rôle important qu'a joué dans le développement de la zone la voirie dont je vous parlais. On voit la voie ferrée, donc il y a une opportunité éventuellement, notamment pour la mobilité des salariés, utiliser le train plutôt que la voiture. Mais sur l'autre carte, on a travaillé sur les distances entre cette zone et puis les différents points de l'agglomération lyonnaise, et on constate que c'est toujours en voiture qu'on va plus vite. Il n'y a pas de métro, il n'y a pas de tramway, il n'y en aura pas, je pense, à moyen terme. Et le réseau ferroviaire est plutôt un réseau nord-sud, et donc il n'y a pas de connexion rapide avec les deux gares principales de Lyon qui sont Pardieu et Perrache. Donc, par contre, le train pourrait être utilisé par des salariés qui viennent travailler sur la zone, qui habitent plutôt dans la partie ouest de Lyon. Ça, il y a une opportunité de développer les choses. Je suis prudent sur ces questions-là. Je ne suis pas un défenseur de la voiture, mais les solutions qui consistent à dire le vélo, le tram, le métro, le train, ça ne marche pas. La résolution des problèmes de mobilité, c'est réduire la voiture, réduire
réduire les camions, mais on ne le fait pas simplement en offrant plus de transports en commun. Il y a d'autres politiques à mettre en œuvre. Voilà, si vous regardez le résultat du processus, ben vous avez en fait un réseau viaire qui irrigue peu le territoire. On voit en plus, si vous commencez à regarder un peu la forme des rues, c'est souvent des chemins ruraux qui ont été un peu redressés, mais qu'ils ont la taille de chemins ruraux, ils passent des gros camions dessus, donc ce n'est pas forcément tout à fait adapté. Quand on veut transformer le territoire, on n'a pas un réseau qui est très rationnel et qui permet de transformer le territoire petit à petit. Et quand vous regardez les unités foncières, c'est-à-dire les parcelles qui sont côte à côte, mais qui sont d'un même propriétaire, on voit qu'il y a des petites parcelles et des grandes parcelles. Voilà, par exemple, une très grande parcelle et un ensemble de petites parcelles. Et donc, on voit bien que dans cet espace-là, coexistent des activités qui sont différentes. Ça va de la petite entreprise à la moyenne entreprise ou la moyenne grande entreprise. On n'a pas un type d'activité particulier. Je donne deux autres choses. Là, vous avez la répartition du bâti. Alors, on voit bien aussi, par exemple, là, une grande unité foncière. Dans cette partie-là, on a plutôt des entreprises moyennes avec un bâtiment par parcelle qui sont assez grands. Puis, on voit qu'il y a des choses plus émiettées. Et on voit bien aussi que cette coexistence des petites entreprises, par exemple du BTP avec les grandes entreprises, ça ne se traduit pas par des secteurs qui sont dédiés aux grandes entreprises, aux moyennes ou petites, tout est mélangé. Et sur l'emprise au sol, c'est-à-dire la part du sol qui est occupée par les constructions, en général, on est en dessous de 50%. Donc, on a 50% du sol qui est peu ou mal utilisé, mais on peut imaginer qu'il y a des possibilités de densification, mais il faut se poser de manière très fine la question du stationnement des véhicules des salariés, qui en général est peu organisé. Alors peut-être qu'on pourrait le mutualiser, créer des espaces de stationnement sur certaines parties de la zone pour mieux utiliser cet espace-là. Et puis, il y a la question des camions qui amènent les matières premières qui sont produites dans ce secteur-là, puis qui en ressortent. Et en général, ils rentrent, ils posent les choses, ils font le tour de l'usine, ils repartent. Donc, ça suppose des grands espaces. Et là, il y a peut-être des rationalisations à voir, mais en tout cas, on ne peut pas effacer le problème d'un tour de main en disant on va construire plus. Vous voyez la gare, là, donc il y a une relation directe avec la zone. Et donc, les cartes ne sont peut-être pas très lisibles, mais tout ce qui est marron, clair, marron, on a changé les couleurs depuis, c'est moins de 40, une emprise au sol qui est inférieure à 40%. Moins de la moitié de la surface de la parcelle qui est utilisée par le bâtiment. Voilà. Troisième chose, tout ça, on l'a fait avec une analyse cartographique. C'est un doctorant qui a fait ce travail-là. On voit bien que les voies sont plutôt petites. On a des chaussées qui font moins de 60%, on fait moins de 8 mètres de large. Donc 8 mètres de large, on peut avoir en général 2 voies pour les voitures et 2 trottoirs, mais quand il y a des camions qui passent, ça pose plus de problèmes. La circulation automobile se passe très bien, on peut avoir des trottoirs, on ne peut pas avoir de stationnement de chaque côté, mais enfin bon, on peut l'avoir. Quand on commence à introduire une piste cyclable, c'est un peu plus compliqué. Le stationnement est mal organisé, et quand on regarde les trottoirs, 44% des voies n'ont pas de trottoir. Et puis, des trottoirs étroits, vous rajoutez, je ne sais pas, 38%. Donc, on voit bien qu'en gros, quand on veut marcher à pied, ça ne marche pas, quoi. Si je caricature les choses. C'est important, la marche à pied. Vous savez que la marche à pied, c'est 5 fois plus de déplacement que les vélos. Dans une agglomération normale, il y a 5% de vélos, 5% de déplacements qui sont en vélo et 25% qui sont en marche à pied. Et les gens qui vont arriver à la gare, par exemple, qui vont vouloir se rendre à leur travail, ils ont besoin de marcher sur des trottoirs. Ils ne peuvent pas marcher au milieu des camions.
Voilà, donc c'est un enjeu important et on fait peu de choses en la matière en général dans les villes. Donc, quand on parle de requalification, il y a sans doute une première réflexion à avoir sur l'espace public, sur comment on peut, dans ce zone-là, mais c'est une idée aussi assez précise d'une zone Annecy, c'est la même chose. Voilà. Et sur le bâti industriel, en général, on a ce qu'on appelle des boîtes. Je crois que vous l'avez mis dans l'intitulé de votre cours. On a des bâtiments qui sont des bâtiments avec une charpente métallique et un bardage métallique autour, qui ont peu de valeur et qui font un niveau, mais un niveau industriel. C'est-à-dire que ce n'est pas 3 mètres, c'est plutôt 10 mètres. Et on a une typologie de bâtiment qui est un peu toujours la même. Ces bâtiments ont peu de valeur, donc ils peuvent facilement être démolis et reconstruits. Et je ne sais pas s'il faut poser la question de garder ce type de bâtiment parce qu'ils ont quand même peu de qualité, mais en même temps, ils remplissent un certain nombre de fonctions. Voilà, donc en gros, tout ça, ça confirme des impressions qu'on avait déjà. Alors, si on regarde les activités économiques, alors, c'est difficile d'avoir des données précises sur les activités économiques. Et là, on a eu moins de statistiques que dans d'autres secteurs, mais enfin, on retrouve un certain nombre de choses. On voit que, en gros, l'industrie, c'est 18% des entreprises qui sont présentes sur le secteur. Il y a des secteurs qui sont très représentés, qui sont le bâtiment et les travaux publics, et la vente et la réparation automobile. Et puis, on voit se développer d'autres choses, les transports et la logistique, qui sont plus présents sur cette zone que sur d'autres zones. Mais on voit que ce n'est pas dominant, hein, c'est 10% à peu près des entreprises. Et puis, on a un secteur de services aux entreprises, toute une série d'activités qui faisaient partie des usines, qui ont été externalisées, on dit, ça peut aller de la propreté des usines, le nettoyage des bâtiments. Alors, ça peut être des choses de plus en plus compliquées parce que ce n'est pas simplement de balayer, mais il faut évacuer des produits qui sont toxiques. Il faut, quand on a des activités technologiques, il faut enlever toutes les poussières. Enfin, c'est des activités qui peuvent être assez complexes. Et puis, on peut avoir de l'informatique, du marketing, l'expertise comptable, enfin, toute une série de secteurs qui tournent autour des entreprises. Et voilà, c'est 10%. Et ce secteur peut être plus important ailleurs. On a quelques activités de loisirs et on a un restaurant. Donc, c'est une zone où il y a peu de services pour les gens qui travaillent sur la zone. Il y en a un peu plus ailleurs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas de commerce. Enfin, on a toujours l'idée que ce n'est plus des zones de production, mais que c'est des zones qui deviennent des zones commerciales. Il n'y a pas de commerce de détail. Il n'y a pas d'activité parasite. Quand il y a des activités de service à la personne ou de loisirs, c'est des activités pour les salariés qui, à midi, vont manger ou vont faire une partie de tennis ou vont dans un club de gym. Donc ça, c'est pas mal. C'est des activités d'accompagnement de la zone. Il y a encore de la production de manière significative. Et puis, il y a toutes ces activités qu'on n'aime pas, le bâtiment, les travaux publics, parce que ça... On stocke des matériaux, on stocke des déchets, il y a beaucoup de camions, il y a beaucoup de poussière. Et la vente et la réparation automobile, c'est une activité qui est plus propre en apparence, mais on n'aime pas parce qu'aujourd'hui, les automobiles, on les accuse de tous les maux. Et on retrouve ça tout le temps, partout. Et donc, on peut dire que ce n'est pas bien, ça ne crée pas beaucoup d'emplois, ça prend de la place, mais si on les évacue, où on les met? Poser cette question-là. Où on met ces petites entreprises qui sont là. Voilà. Et donc, après, dernière chose sur l'activité économique, ça je vais passer. On a donc des entreprises artisanales sans salariés, BTP et réparation automobile, ou avec peu de salariés, des PME, comme on dit, des petites entreprises qui sont sur des créneaux de niche, par exemple. Dans cette zone-là, on a de l'artisanat d'art, des fonderies d'art, des gens qui font du design,
qui fabriquent des meubles plutôt design. Et puis, on a les plus grosses entreprises, on a qui sont spécialisées dans le commerce gros des produits alimentaires. On a une entreprise high-tech qui faisait des rétroviseurs et qui aujourd'hui travaille sur des rétroviseurs pour les avions qui sont high-tech, hein, avec des systèmes informatiques. Donc, on voit bien que c'est une activité qui intègre de la recherche, de la technologie et de la production. Et puis, on a une entreprise entre 250 et 500 salariés qui est spécialisée dans l'événementiel, donc qui organise, qui gère des stades de foot, qui gère des concerts, qui gère des expositions, etc., et qui a là à la fois son siège social et qui stocke le matériel dont elle a besoin pour faire tout ça. Donc, c'est un lieu de stockage. Voilà, donc ça, c'est la réalité des zones d'activité, une très mixte, avec des gens qui ont des besoins différents, avec des gens qui ont une taille différente, donc on les reins plus ou moins solides du point de vue financier et économique, hein, qui sont prêts à payer des choses différentes en matière de foncier et d'immobilier. Et la question, c'est de répondre à l'ensemble de ces demandes. Parce que, je le répète, c'est ça qui fait la solidité économique des agglomérations. Alors, il faut faire évoluer les choses. On aura peut-être moins de réparations automobiles, plus de voitures électriques que de voitures diesel. Mais enfin, on va quand même se déplacer. Peut-être que ce sera remplacé par des scooters électriques ou des trottinettes électriques ou des vélos, mais même si ça ne bouge pas beaucoup de ce point de vue-là. Voilà, donc ces activités-là aussi leur place et jouent un rôle important du point de vue de l'emploi. Tout le monde n'est pas ingénieur, tout le monde n'est pas prof de fac, tout le monde n'est pas architecte. Voilà. Et donc, du point de vue des demandes des entreprises en matière de foncier d'immobilier, il y a à la fois des gens qui sont à la recherche de locaux bon marché, qui peuvent éventuellement coupler le logement et leur local d'activité. On a des entreprises qui sont à la recherche de bâtiments locatifs parce qu'elles veulent mettre tout leur investissement dans la recherche, dans les machines dont elles ont besoin et pas sur les bâtiments. Mais on a aussi des entreprises qui peuvent être de grandes entreprises qui, elles, cherchent à acheter du foncier de l'immobilier le plus possible pour valoriser leurs actifs en bourse. Donc, on a à l'égard du foncier et de l'immobilier des stratégies sont des stratégies très, très différentes. Et il faut en tenir compte. Il faut en tenir compte. Quand je dis il faut en tenir compte, il faut les connaître, il faut savoir comment on peut faire avec. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de dire oui à tout ce que veulent ces entreprises, mais on est obligé d'en tenir compte. Voilà, ça je vais passer. Alors, juste sur les scénarios, sur une partie de la zone, pas toute la partie de la zone qui est le plus près de la gare, dans le plan local d'urbanisme, il y a une orientation d'aménagement de programmation, pardon, qui imaginait qu'on pourrait développer plutôt des activités tertiaires de bureaux à proximité de la gare, donc, et puis avoir plus on s'éloigne de la gare, réserver l'espace à la production. Donc, on était dans une logique de plus grande spécialisation des différents secteurs de la zone. On s'est aperçu, donc on est en train de réfléchir là-dessus, mais je vais retrouver une carte. Je ne vais pas la retrouver. Voilà, celle-là. Donc la gare est là, on voit peut-être un peu moins bien, donc c'est de faire évoluer ces secteurs-là plutôt vers des activités de service aux entreprises, activités de tertiaire du bureau, quoi. Et essayer de réserver les activités à cet endroit-là. Alors on voit bien que la zone, là on a plutôt des activités de production, on voit bien les bâtiments, mais là on voit que c'est un espèce de méli-mélo avec des choses qui sont complètement imbriquées. Et donc il se trouve que c'est le plus près de la gare qui a les activités les plus dynamiques, les entreprises les plus grandes, mais mélangées avec des fonderies d'art, mélangées avec des garages, mélangées avec des bureaux, et que donc cette spécialisation n'est pas si évidente que ça. Voilà, et que c'est peut-être pas dans cette voie-là qu'il faut aller.
Donc, on est en train de travailler un peu sur cette question-là avec les acteurs locaux. Ça va doucement, d'autant plus que, je m'excuse, je fais en avant et en retour, d'autant plus que là, on voit qu'il y a une très grande parcelle. C'est l'entreprise spécialisée dans l'événementiel qui a cette grande parcelle et en plus, elle achète tout autour. Et donc, elle se pose la question de savoir si elle ne pourrait pas en vendre une partie pour faire des bureaux et réinvestir ailleurs. Donc, voilà. Et donc, si on veut faire ça, on touche la deuxième entreprise de la zone qui produit des pare-brises high-tech pour les avions. Et elle a des bâtiments complètement éclatés qu'elle loue à droite, à gauche. Et si on commence à dire, ben là, il ne faut plus d'activité économique, son avenir est en jeu. Et de même qu'il y a aussi des fonderies d'art au même endroit. Donc, on voit toute la complexité de la chose, quoi, hein. Alors, on peut dire c'est très bien comme ça, c'est mixte, mais d'une part, il y a quand même cette entreprise un peu high-tech, ces bâtiments éclatés. Donc, peut-être si on veut faire évoluer le secteur, il faudrait lui proposer une nouvelle solution, hein, qu'elle puisse regrouper ces bâtiments dans un espace qui soit dédié à ces activités. Et puis, peut-être sur d'autres secteurs, faire du bureau. Enfin, on voit que c'est un projet assez complexe, quoi. Voilà, donc on est en train de réfléchir à ça. On n'a encore pas tous les éléments pour aller plus loin. Voilà, alors je vais terminer. Juste quelques pistes qui pourraient orienter les scénarios. La question de la requalification des espaces publics, notamment des espaces de circulation, c'est une question essentielle. Et il faut que dans ces secteurs-là, on puisse aussi marcher et aussi se déplacer en vélo. En toute sécurité, ça ne veut pas dire forcément que faire des pistes cyclables partout, mais qu'il y ait des espaces apaisés, enfin, qu'on trouve des solutions pour que les gens qui pratiquent les mobilités actives n'aient pas le risque de se faire écraser tout le temps. Donc, en allant moins vite, avec des camions qui ne déboulent pas à toute vitesse, il y a un vrai travail à faire sur les espaces publics, comme on l'a fait dans les centres-villes ou dans des zones périphériques en ville. Donc, on a une mixité fonctionnelle, une diversité fonctionnelle, et là, contribuer au dynamisme économique local, il faut essayer de la conserver. Il faut essayer de répondre aux demandes de l'ensemble des entreprises, plutôt que de dire le BTP, c'est pas bien, envoyons-le dehors. On ne pourra plus le faire parce qu'il y a le zéro artificialisation nette, donc il faut aussi répondre à ces demandes-là, et donc il faut avoir des réponses qui sont des réponses adaptées. Il faut arriver à réfléchir à ce que c'est qu'un bâtiment pour un maçon, par exemple, ou pour un plâtrier, de quoi il a besoin, qu'est-ce qu'il doit stocker, combien il a de véhicules, est-ce qu'il faut qu'il habite au-dessus. Enfin, il faut réfléchir à ce type de choses. C'est ça la réflexion sur les typologies bâties en matière économique. Et donc, on peut introduire de la mixité. On voit bien que, en tout cas, la mixité entre production-service, c'est quelque chose qui va se développer. Quand on achète un produit aujourd'hui, on achète un certain nombre de services qui ont le produit. Il y a de plus en plus de recherche dans les produits. Si on arrive à garder des activités économiques dans les pays développés, ce sera ce type d'activité. Donc, on ne peut pas dire d'un côté les bureaux, d'un côté les usines. Il faut inventer d'autres choses. Et donc, il faut, pour faire ça, comprendre les stratégies des entreprises, comprendre aussi les besoins de leurs salariés, j'en ai peut-être pas passé assez, et donc construire des partenariats publics-privés. Les collectivités aujourd'hui n'ont pas les moyens de tout financer. D'autant plus qu'elles doivent faire du logement social, intervenir sur l'environnement, enfin, il y a plein de choses en la matière. Donc voilà. Donc, et pour ça, il faut savoir ce que veulent faire les entreprises, comprendre leur stratégie, ce qui ne veut pas dire les suivre, mais au moins les comprendre pour savoir comment on peut orienter les choses. Et donc, on pense que la mixité doit être introduite avec précaution. Il faut imaginer comment on peut avoir une mixité production-service
Mais si on introduit le logement, il faut vraiment faire attention, quoi. Voilà. Voilà, je ne sais pas si ça répond à vos attentes, mais voilà les quelques choses que je pouvais dire à partir de ces deux recherches. C'est une recherche exploratoire, je n'ai pas les réponses. Je pense que beaucoup de gens qui ont travaillé là-dessus n'ont pas les réponses, mais on commence à voir des directions dans lesquelles on peut s'engager. Et moi, j'insiste là-dessus, puisque les étudiants sont des architectes. Il faut vraiment que les architectes s'intéressent à ces choses-là. On ne peut pas continuer à avoir des architectes qui s'occupent que du logement. Je veux dire, moi, je suis dans le laboratoire d'école d'architecture, tous les diplômes portent sur le logement. Il faut qu'on s'occupe des zones commerciales, il faut qu'on s'occupe des espaces publics, c'est-à-dire des espaces de circulation, il faut qu'on s'occupe des espaces d'activité. Il ne faut pas laisser ça aux fabricants de boîtes à chaussures, quoi. Voilà. Ah, mais, moi, je suis complètement d'accord avec vous. Évidemment, merci beaucoup pour la présentation. Mais notre cours est divisé en trois parties. Une première partie de laquelle on parle du rapport entre l'industrie, la production en général et la ville et les territoires. Deuxième partie de laquelle on parle de l'impact environnemental des outils qui étaient développés à partir des années 50-60, et une troisième partie de laquelle on ouvre sur le projet. Donc, je trouve que votre présentation est reliée à la perfection des trois parties de notre cours, en amenant plein de réflexions importantes et intéressantes. Donc, vraiment, merci. Est-ce qu'il y a des étudiants qui ont des questions? Oui, moi j'ai une question. Oui, je vous écoute. Allez-y. On vous écoute. C'était pour savoir, est-ce que vous avez une idée ou pas de comment les habitants qui habitent à proximité de ces zones économiques réagissent et acceptent d'avoir autant d'industries en fait juste à côté de chez eux? Est-ce Alors, qu'ils... oui, ça dépend des situations, hein. Là, par exemple, il y a un petit phénomène qui n'est pas dominant. Il y avait beaucoup d'artisans qui vivaient sur la zone, hein. Donc, quand vous promenez dans cette zone-là, vous avez des maisons au milieu des usines. Et puis, il y a même une association des Portugais, je ne sais pas si c'est de la commune ou du secteur, qui a son siège, une association culturelle qui a son siège social dans la zone d'activité. Donc, il y a un certain nombre de gens qui travaillaient dans ces entreprises, hein, qui ne sont pas que des usines, qui, eux, sont habitués. Et eux, ça ne leur pose pas de problème. Le problème qui se pose, c'est les nouveaux occupants de logements qui seraient construits à proximité. Eux, ils n'ont pas envie d'avoir du bruit, de la poussière, etc., etc. Il ne faut pas exagérer les nuisances, hein. C'est pas les entreprises qui sont là produisent pas de pollution de manière dominante. C'est pas des industries qui risquent d'exploser. C'est pas des industries qui produisent des matières dangereuses, à part peut-être les fonderies, hein, qui peuvent prendre feu. Donc, il n'y a pas de risque particulier très fort sur ce secteur-là. Mais il y a toutes les nuisances, le bruit, les camions, la poussière, l'insécurité ressentie ou réelle sur ces zones d'activité. Donc, c'est vrai que plus on va introduire de nouveaux logements, de nouveaux ensembles de logements collectifs dans ce genre d'espace-là, les problèmes vont se poser, quoi. Voilà. Alors après, sans doute, la question que vous posez, ça pose des problèmes de régulation des choses, hein. Les gens qui arrivent des camions sont toujours pressés, donc ils débouchent avec un gros camion à 60 à l'heure dans un espace où il y a des piétons. Il faut qu'ils apprennent à rouler à 30 à l'heure, par exemple. Et ça c'est compliqué. Ça suppose aussi que l'espace public soit requalifié, enfin qu'on amène de la qualité dans ces espaces-là qui en ont peu. Donc voilà, donc là, la réponse, c'est celle-là, quoi. C'est une réponse un peu Michel Michaud, mais je pense que ça passe vraiment par un vrai travail, oui, sur les espaces publics, notamment peut-être sur quand on regarde, par exemple,
les clôtures de ces bâtiments industriels, c'est vraiment très, très moche, quoi, pour employer une. C'est vraiment, donc, on pourrait mettre des haies, on pourrait avoir des clôtures de qualité qui fait, quand on passe dans ces espaces-là, on n'a pas envie de courir pour en sortir, quoi. Bon, il y a des petits éléments qui peuvent. Voilà, alors, c'est vrai que la réaction des gens quand ils veulent être tranquilles chez les gens, c'est de dire dehors les activités économiques. On les envoie ailleurs. Mais si on les envoie ailleurs, on envoie les problèmes qu'on a à d'autres. Voilà. Alors, en France, on a vraiment vécu sur cette idée-là. J'insiste là-dessus, on a détruit les activités économiques de manière considérable. Puisque votre professeur italien, en Italie, ils ne l'ont pas fait. Et donc, on a créé du chômage. On a pensé qu'avec la recherche, l'enseignement supérieur et les banques, on s'en sortirait. Ce n'est pas le cas. On vit mal la crise, plus mal que les Allemands, les Italiens, les Tchèques, ou même que les Anglais. On critique beaucoup les Anglais, ils ont soi-disant détruit toute leur industrie, moins que la France. Moins que la France, c'est un paradoxe, c'est des gouvernements de gauche qui défendaient les travailleurs, qui ont détruit les entreprises industrielles et les emplois des ouvriers. Et donc, voilà, on gère ce problème. Ça change, il y a une prise de conscience depuis quelques années. Alors, je ne veux pas dire que c'est lié au gouvernement actuel, parce que ce n'est pas vrai, ça a déjà été engagé par les gouvernements précédents. On a quand même pris conscience de ce problème. On a besoin d'une gamme d'activités importante. Est-ce qu'on peut continuer à faire produire l'aspirine en Chine, si vous voulez? Quand il y a le Covid, on voit qu'on a besoin d'aspirine et que le fait que ce soit en Chine et que la Chine ait une pandémie, c'est un vrai problème. On doit garder des activités sur notre territoire. Et toutes les activités ne peuvent pas être propres. Je veux dire, ce ne peut pas être des usines modernes, avec pas de poussière, pas de choses comme ça. Il y aura forcément des nuisances. Donc, il faut que les gens acceptent, il faut les faire accepter. Alors, il ne faut pas mettre, bien sûr, des entreprises qui restent exposées en ville. Et puis, il faut une certaine spécialisation des espaces, il faut introduire de la qualité. Mais voilà, bon, ça, c'est un vrai enjeu, quoi. Voilà, j'aimerais, je sais pas, on a besoin de maçons, on a besoin d'entreprises. Plus les entreprises sont loin, plus c'est compliqué de les faire intervenir chez soi quand on a des travaux à faire. Donc, on ne veut pas les avoir parce que ça fait de la poussière, ça fait du bruit, ils ne rangent pas toujours bien leur matériel. Mais quand on a besoin d'un plombier, c'est qu'il faut téléphoner dans toute l'agglomération pour en trouver un qui habite en fait à 15 km de chez soi et qui ne veut pas venir. Ben, c'est peut-être bien d'en avoir quelques-uns à proximité de chez soi, quoi. Donc, voilà, c'est ce genre de choses qu'il faut arriver à gérer. Ce n'est pas facile. Ah oui, non, non, mais évidemment, c'est très, très complexe, mais en effet, il y a une vraie prise de conscience de la part aussi des architectes et des urbanistes sur l'importance de repenser les rapports entre les activités productives, la ville et le territoire. Et ça, je pense que, par exemple, le programme de PUCA en témoigne quand même. De plus en plus aussi des mémoires, je pense, de la part des étudiants en master commencent à s'intéresser à ces territoires et à ces Mais bon, problématiques. par exemple, c'est vrai qu'il y a toute une série d'activités artisanales, je ne l'ai pas dit, mais parce que ce n'étaient pas les espaces sur lesquels je travaille, mais qui peuvent être accueillis dans les rez-de-chaussée. Par exemple, la production de la mode se fait encore à Paris, en France, et à Naples, en Italie, dans des conditions un peu étranges, quoi, donc en plein centre-ville. Sans doute, il y a des activités qu'on peut accueillir en pied d'immeuble sans que ça pose problème. Donc, il faut... Enfin, voilà, les stratégies économiques, elles doivent prendre en compte les différents besoins, les différentes demandes et les problèmes que posent ces activités, quoi. Et puis, avoir des réponses les plus adaptées possibles. Mais on ne pourra pas tout mettre dans les rez-de-chaussée. Mhm. Et est-ce qu'il y Et a en d'autres France, questions? on est très timide là-dessus. Moi, j'ai vu des choses en Suisse, par exemple, où il y a des anciennes zones industrielles qui ont été requalifiées plutôt avec des beaux bâtiments, où on a encore de l'industrie. Et puis, on a des bars, des restaurants et des zones de fête à côté, quoi. Donc, voilà, donc il y a des gens qui sont plus souples d'esprit par rapport à ces questions-là, quoi.
Si on pense à l'Italie, dans les districts industriels, il y avait quand même une certaine cohabitation entre habitat et production. Oui, oui, bien sûr. Donc, Alors, bon, moi, j'ai un peu travaillé sur le district industriel dans d'autres recherches. Je connais bien les gens qui ont travaillé là-dessus. Euh, Ça s'est beaucoup développé à l'intérieur des tissus urbains, hein, avec vraiment une grande mixité logement-entreprise. Il y a eu un travail, une thèse assez complète qui a été faite à l'Université de Venise sur ce que deviennent les territoires des districts industriels entre Milan et Venise. Aujourd'hui, c'est quand même compliqué, quoi. Il y a beaucoup de friches au milieu du bâti existant. Ça s'est quand même fait beaucoup avec un peu comme ça, mais de manière plus systématique, avec des réseaux de voirie qui étaient qui n'étaient pas adaptés, quoi. Hein. Donc, c'est quand même des espaces qui ont beaucoup de mal à se reconvertir, semble-t-il. Il y a des reconversions qui sont en cours, mais il y a quand même beaucoup de mal à se reconvertir. Mais c'est ça qui a fait la richesse de l'Italie, par contre. oui, Si l'Italie n'avait pas eu ça, ça ne serait pas développé. Hein. Alors, bon, par exemple, à Bologne, où il y a aussi ce phénomène autour de Bologne, il y a un travail qui était mené par la province et la ville métropolitaine pour requalifier des espaces économiques en essayant d'introduire des principes de durabilité, quoi, en réduisant les risques, en épurant les eaux avec des dispositifs écologiques, donc en essayant d'améliorer la qualité des espaces. Là, donc on peut faire des choses. Ah, tout à fait. Ouais. Concernant Bologne et l'Italie, donc il s'appelle APEA, Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate. Oui. Et c'est une expérience, en effet, qu'on a depuis, je pense, une vingtaine d'années, quelque chose comme ça, en Italie, qui est très intéressante. Début des années 2000. Ouais. Début des années 2000, ouais. Et là, maintenant, il y a aussi de nouvelles expériences qui reprennent les APEA et essaient de les développer. Par exemple, il y a de l'épouille, de les lignes guides du plan du paysage des Pouilles. Il y a les APEA avec deux P, de lesquels le deuxième P signifie paysage. Et donc, avec la volonté dans ces modèles de pouvoir introduire aussi la question du paysage de façon importante et structurante. Et donc, voilà, il y a des expériences sur ça qui sont très intéressantes et de lesquelles j'espère qu'on va parler au cours de les prochaines séances de cours. Non, mais c'est vrai il y a, par exemple, Innovalet à Grenoble, qui est la première, deuxième technopole française, il y avait déjà eu à cette époque-là une stratégie de conservation des haies paysagères. Et c'est vrai que ça contribue à une certaine qualité du tissu. Et par rapport à la zone que j'ai présentée, qui est très minérale, où on a utilisé au maximum l'espace pour tenir compte des fonctionnalités, il n'y a pas la même qualité, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a une dernière question? J'ai trop parlé. J'ai empêché les gens de poser des questions. Je suis désolé. C'est difficile de synthétiser tout ça en peu de temps. Ah non, c'était passionnant. Oui, bonjour. Voilà. J'aurais peut-être une autre petite question. Merci beaucoup pour votre présentation. Je voulais vous demander, parce que c'est peut-être une question, enfin, par rapport à justement au fait que comme on va être dans la zéro artificialisation nette, on va peut-être se retrouver de plus en plus avec les habitations à proximité de ces zones industrielles. J'ai l'impression que ce qui en rebute beaucoup les gens, c'est aussi un peu peut-être une peur du risque ou de l'insalubrité industrielle. Je pense à Rouen, à Lubrizol, ça a été des choses Ouais. qui ont posé beaucoup de questions récemment. Est-ce que vous pensez qu'il faut aussi un peu réconcilier les populations avec leurs industries de cette manière, peut-être, pour réussir à rapprocher aussi les habitants de leur travail? Ben, bon, moi j'habite une agglomération, il y a 2 centrales nucléaires dans l'agglomération et puis un pôle chimique qui n'est pas très loin et qui a explosé il y a 8 jours. Hein. Voilà. Alors, bon, on finit par l'oublier, quoi. Et puis quand la catastrophe arrive, c'est bien gênant. Enfin. Mais alors, je veux dire, si possible, bien entendu, les entreprises à risque, on sera contraint de les mettre le plus loin possible des villes, c'est clair. Enfin, des lieux habités, je veux dire.
quand elles existent, il faut gérer le risque le mieux possible en essayant de le minimiser. Bon, alors moi, je ne suis pas un spécialiste de tout ça, mais bon, il semble que dans les cas, c'était quand des usines vétustes où les gens ne prenaient pas les précautions. Et bien entendu, le risque, on n'arrive pas à le supprimer, on arrive à le minimiser, quoi. Mais, bon, par exemple, sur la chimie, il y a des gens qui habitent à côté. Et donc, il y a toute une série de dispositifs qui permettent d'avoir des stratégies de confinement dans les appartements si jamais il y a un nuage toxique qui se développe, quoi. Donc, on a construit des appartements de telle manière qu'il y a des pièces qui sont fermées, que quand il y a une explosion, quelque chose comme ça, on reste chez soi, on ne sort pas dans la rue, parce que c'est là qu'on risque d'être tué, et que il y a des dispositifs d'alerte, des choses comme ça. Donc, on peut gérer ces situations insatisfaisantes avec ce genre de choses. Mais, je veux dire, toutes les activités de production ne sont pas des activités qui comportent des risques. Je veux dire, quand on fabrique des objets, alors, on pollue le sol. Hein. Mais je veux dire, il y a un risque à terme si, par exemple, quand le sol est pollué, on met une école maternelle dessus, ça c'est un peu embêtant, quoi. Mais tant que les activités sont là, si on arrive en plus à gérer avec elles la production et les conséquences de la production, on peut garder ces activités à proximité, quoi. Je veux dire, dans la gamme des activités économiques, il y a des tas de choses, quoi. Il y a des tas de choses et toute l'industrie n'est pas polluante, hein, nécessairement, quoi. Il y a toujours de la pollution, il y a toujours des rejets, des choses comme ça, mais elle n'est pas dangereuse, qu'on ne comporte pas des risques importants. Donc, il faut bien gérer les choses activité par activité, quoi. Et puis, il faut apprendre. La question des risques, si vous voulez, c'est que il faut apprendre à vivre avec le risque, que ce soit un risque naturel ou un risque technologique, et il faut que les gens soient informés. Enfin, moi je pense ça, par exemple. C'est fascinant. Moi, j'habite une commune où il y a des pierres qui tombent, des rochers importants qui font 1 tonne. Hein. Ils tombent régulièrement. Hein. Par chance, il n'y a jamais eu de mort. Mais vraiment par chance, hein, parce qu'on a commencé à mettre en place des mesures de protection, mais pas jusqu'au bout. Alors, on va de nouveau s'intéresser à la chose. Mais 5 ans après, les gens sont totalement oubliés. Ça marque les esprits. Une pierre d'1 tonne qui est tombée sur une maison, ça a écroulé la salle à manger. Heureusement, les gens étaient dans la chambre. 5 ans après, tout le monde oublie. Et ça, c'est pas bien, quoi. Il faut... Enfin, j'ai l'impression d'être un moralisme. Il faut connaître le risque, il faut que les élus acceptent d'en parler, qu'on ne cache pas ça, hein, et qu'on prenne les mesures qu'il faut pour essayer de le minimiser, quoi. Voilà. Et des risques technologiques, c'est la même chose. Et arrêtons d'imaginer que toutes les entreprises industrielles présentent des risques importants. Elles présentent tous des risques de pollution. Il faut gérer ça le plus finement possible. Mais c'est exactement comme la question de l'agriculture urbaine. Hein, je veux dire, quand on voit beaucoup de projets d'agriculture urbaine, il n'y a jamais d'animaux. Parce que bien entendu, ça sent mauvais. Voilà. À part les chaque fois abeilles. que mes étudiants font un projet d'agriculture urbaine, il n'y a jamais d'animaux. Et il n'y a jamais de bâtiments pour garer les tracteurs. Voilà. Donc, si on veut de l'agriculture urbaine, ce n'est pas juste des jardins potagers, quoi. Et moi, je crois vraiment en fait d'avoir de l'agriculture urbaine en ville. Et donc, il faut intégrer l'ensemble des dimensions. Hein. C'est ça, l'ensemble des dimensions. Le stockage du matériel, le traitement des effluents, etc., dans le projet. C'est la même chose pour les activités économiques. Franchement, sur le BTP, par exemple, on pourrait avoir des bâtiments et des terrains dévolus au BTP qui soient qui aient une image moins négative que ce que c'est en général aujourd'hui. Je dis ça parce que mon père était maçon et que je sais très bien comment il rangeait son matériel. Donc voilà, j'ai vu par exemple fonctionner dans un espace économique qui est à Vénissieux, en plein cœur de l'agglomération lyonnaise,
où il y avait une usine de traitement différencié des ordures à côté des bureaux. Je veux dire, ça sentait un peu mauvais, c'était quand même pas le bout du monde, quoi. Hein, il faut qu'on accepte que nos déchets ne soient pas envoyés par des camions, je ne sais pas où, et qu'on les traite sur place. Comme ça, peut-être, ça nous poussera à en faire moins. Voilà. Donc, je pense qu'il y a quand même des attitudes à changer, quoi. Hein. Et c'est important du point de vue écologique, environnemental, économique, du point de vue de l'emploi, du point de vue social, quoi. La France, des ingénieurs et des bureaux, c'est une France complètement utopique qui répond à aucun des besoins fondamentaux des communautés humaines, quoi. Je pense vraiment ça. C'est curieux quand même que dans l'enseignement supérieur sur la question des activités. Un ingénieur français, par exemple, pour prendre un exemple, il travaille sur la production, il travaille dans l'entreprise, sur les chaînes de production, puis après, il va faire de la finance. Il va rentrer dans les services financiers. Il ne reste pas. Et ça, c'est quand même un vrai problème, y compris sur nos rapports aux objets. Enfin, voilà. Les objets, ce n'est pas des idées, c'est des objets. Il y a de la matière, il y a de l'énergie qui est dépensée. Il faut quand même qu'on introduise ça dans le métabolisme de nos vies, comme on dit de manière pompeuse aujourd'hui. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais on peut avoir moi j'ai cette philosophie-là, et après, je veux dire, c'est bien d'avoir cette philosophie, mais il faut voir comment concrètement dans un projet ça marche, quoi. Hein, et moi, j'ai par exemple travaillé avec des collègues architectes et urbanistes sur la réintroduction, et puis des agronomes sur la réintroduction de l'agriculture urbaine, pas en plein centre-ville, mais dans une commune de banlieue première couronne. On peut le faire. On peut trouver le moyen de développer des logements autour d'une ferme, et que cette ferme elle puisse stocker ses tracteurs, qu'elle puisse cultiver ses légumes. On peut le faire. Il faut prendre un certain nombre de précautions, de choses comme ça. On peut y arriver, quoi. C'est possible. Donc, quand on fait le projet, on voit que c'est possible. Donc, il manque peut-être les filières de retraitement, éventuellement du fumier ou des choses comme ça, mais en effet, c'est peut-être possible. Ouais. Voilà, on peut le fumier, on peut le mettre, on peut le couvrir. Voilà, il y a et puis on peut aussi. Voilà, après, par exemple, il y a des problèmes de sécurité, il faut séparer les choses. Donc, peut-être qu'il faut des haies entre les chemins sur lesquels les enfants vont se promener, puis la ferme elle-même. Enfin bon, mais quand on va dessiner le projet, on va trouver des solutions à ça, quoi. Si on a cette philosophie de dire, voilà, une ferme en ville, c'est pas juste un petit morceau de terrain avec des courgettes, quoi, hein, ou des carottes. L'industrie, c'est pareil. Hein, je veux dire, c'est une entreprise, c'est pas simplement des bureaux avec la production qui se fait en Asie du Sud-Est ou en Afrique du Nord. C'est aussi des lieux de production sur place. Et c'est important du point de vue du développement économique et aussi de l'écologie et de l'environnement, quoi. Non, merci beaucoup parce que aussi vous rappelez la complexité des acteurs, des enjeux, des contextes qu'il faut prendre en compte. Parce que souvent, on a l'impression que l'activité productive, on la résume vraiment à une question économique, ou par contre, il y a aussi des questions environnementales, sociales, qui sont essentielles à prendre en compte et qui font partie après des éléments avec lesquels faire les projets. Pour nous, en tant qu'architectes, est quand même essentiel. Une toute dernière question, peut-être? Oui. Vas-y. Est-ce qu'aujourd'hui, les acteurs de ces zones économiques, donc les entreprises, sont vraiment prêtes à mettre de l'argent pour améliorer ces zones, comme vous dites, donc engager des architectes, mettre des clôtures de meilleure qualité, des haies, etc. Ou pas du tout? Alors, je ne suis pas sûr que les entreprises soient prêtes à mettre de l'argent dans les espaces publics. Hein, je pense qu'il faut quand même accepter que les espaces publics, ce soit de la responsabilité des collectivités publiques et qu'on paye ça avec nos impôts. Hein.
Bon, si on regarde bien l'histoire de l'urbanisme, Haussmann a toujours dit qu'il avait financé les espaces publics de Paris avec la revente des terrains, enfin avec le fait qu'il y a eu des constructions qui soient faites qu'on paye des impôts. On sait que ce n'est pas vrai. Donc, on sait très bien que ce genre de choses, c'est plutôt de la responsabilité des collectivités publiques. Donc là, il faut trouver des solutions qui ne soient pas trop onéreuses pour le faire. Donc ça, c'est une première chose. Il ne faut pas croire qu'on fera payer aux entreprises des trottoirs, des choses comme ça. Il faut que ça fasse partie du programme des municipalités, que ce soit programmé. Il y a encore beaucoup à faire de ce point de vue-là. Sur ce qui concerne l'aménagement de la parcelle et l'aménagement des bâtiments. Quand même, les entreprises aujourd'hui, alors, il ne faut pas être dupe de tous les discours qui sont tenus, mais chaque fois que vous allez parler avec des gens, ils vous parlent d'écologie et de choses comme ça, des chefs d'entreprise, je veux dire. Et par exemple, ils sont soumis à une pression, notamment dans une entreprise qualifiée, de leurs salariés qui veulent pouvoir venir soit en train et à pied, soit en train en vélo, soit en vélo. Et donc, ils vont devoir faire avec cette demande. C'est important pour les entreprises d'avoir cette main-d'œuvre qualifiée, ingénieurs, techniciens, des gens qui sont dans la partie financière des entreprises. Et donc, ces gens-là ont des demandes qui sont des demandes différentes par rapport à ce qui se passait auparavant. Donc, ça, c'est un facteur d'évolution d'un certain nombre de choses. Voilà, ils sont sans doute prêts à faire des efforts sur la mutualisation des parkings, par exemple. Plutôt qu'avoir du parking en nappe, essayer d'avoir des parkings silos, des choses comme ça à l'entrée de la zone. Mais si on veut que ça marche, il faut qu'on puisse se rendre à pied depuis ces parkings silos jusqu'au lieu de travail et que ce soit dans des espaces confortables, à pied ou en vélo, je ne sais pas. Enfin, bon, à pied, là, en l'occurrence, si j'en viens en voiture. Donc voilà, là, il y a des marges de manœuvre. Sur les bâtiments, ça dépend des activités. Et ça dépend aussi de la mentalité des chefs d'entreprise. On a beaucoup insisté sur le fait que les entreprises, elles voulaient avoir des bâtiments qui étaient des bâtiments signal, quoi. Et c'est vrai qu'en Italie, par exemple, sur les autoroutes en Italie, il y a beaucoup de très belles usines qui fabriquent des chaussures, qui fabriquent du design, qui fabriquent des vêtements. Et on voit vraiment de très belles usines. En France, c'est moins le cas. Je veux dire, je pense qu'un des enjeux avec eux, c'est d'arriver à produire des bâtiments industriels qui soient des bâtiments de qualité. Et ça ne veut pas dire forcément des bâtiments qui soient des bâtiments qui soient spectaculaires. Voilà, je pense que souvent, on a été... il y avait cette idée, quoi, le bâtiment comme élément de publicité de l'entreprise. Il y a beaucoup d'activités qui n'ont pas besoin de ça, qui n'en ont pas envie et qui veulent des choses qui fonctionnent bien, qui soient confortables, qui soient efficaces, quoi. Et voilà, donc... Et je pense qu'il y a un vrai travail pour les architectes, et notamment de savoir effectivement si on peut faire sur plusieurs étages. Pour l'instant, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne voient pas l'intérêt de la chose, parce qu'ils pensent toujours qu'ils pourront aller ailleurs, que si le ZAN, ça marche, alors bien entendu, le ZAN, ça ne va pas être 100% d'interdiction, ça va être 80-90%, mais ça va être de plus en plus contraint. Le foncier industriel va prendre de la valeur, et donc les entreprises vont devoir faire avec, ils vont se poser la question de savoir s'ils peuvent monter, s'ils peuvent faire sur plusieurs étages. Et c'est possible pour certaines activités, c'est plus compliqué pour d'autres. Ça dépend des matières qui sont... Mais bon, il y a quelques bureaux d'architecture qui sont assez spécialisés sur ces questions-là et qui travaillent avec des grandes entreprises. Parce que, par exemple, il y a des entreprises aussi qui aujourd'hui sont des écoles de formation.
Ça paraît assez surprenant, mais il y a beaucoup d'entreprises qui font de la formation continue dans l'entreprise, sur les chaînes de production, des choses comme ça. Donc, ils réfléchissent à des bâtiments qui soient à la fois université ou lieu de formation et lieu de production. Donc, voilà, par exemple, Salomon, Annecy, il y a une entreprise, je ne me souviens plus laquelle c'est, un des grands groupes français qui l'a fait dans la région parisienne, enfin. Et donc, il y a des cabinets qui travaillent sur ces questions-là aujourd'hui. Donc, voilà, je ne dis pas que… Mais bon, la grande majorité des gens, ils ne veulent pas cher, pas s'embêter et venir en voiture, quoi. Mais les choses… Enfin, si je caricature, on peut toujours… Mais il me semble que les évolutions ne vont pas dans ce sens-là. Hein, qu'il y a… Voilà. Enfin, bon… Moi, je pense que dans les districts industriels italiens, il y avait quand même beaucoup de petites entreprises qui étaient sur des stratégies d'entreprise très, très subtiles, hein, et enfin, je veux dire, quand on fait du design, il y a à la fois la dimension conception, il y a la dimension qualité du produit, il y a des problèmes d'assemblage. Les entreprises aussi, aujourd'hui, c'est beaucoup des lieux où on reçoit des produits qu'on assemble. Hein, je veux dire, si on fait de la production en France, peut-être qu'on a un retour à la production, peut-être qu'on va avoir plus de l'assemblage que de la production elle-même. Donc voilà, et puis il faut des choses qui soient précises, il faut des choses qui soient propres. Donc ça, c'est des facteurs qui vont dans le sens d'une évolution et qui vont aussi amener à changer la façon de fabriquer des bâtiments industriels. Le problème, c'est que c'est tous ces bâtiments qu'on a, c'est qu'ils ne sont pas chers, hein, ceux qui existent. On n'a pas beaucoup à réhabiliter. On a eu beaucoup à réhabiliter des bâtiments du 19e, on peut en faire beaucoup de choses, mais les bâtiments des années 50, 80, ils ne sont pas terribles, quoi. Voilà, donc il y a vraiment un enjeu d'inventer le nouvel habitat des activités productives. J'aime bien dire ça, quoi. Hein, la même réflexion qu'il y a sur le logement, le faire pour les activités productives. Et comment aussi il peut y avoir du confort pour les gens qui travaillent, quoi. On y passe 8, 9 heures par jour. Donc, quand on est dans son logement, on dort beaucoup le temps qu'on y passe. Donc, peut-être que c'est important. Il y a aussi toute la question des services sur ces zones-là. Hein. Là, la mixité, je veux dire, avoir les gens, ils travaillent, mais entre midi et deux, ils font autre chose. Donc, répondre à cette demande aussi, ça peut être un enjeu important. Et là, il y a des entreprises qui ont investi sur des services interentreprises, par exemple. Ça existe, ça. Voilà ce que je peux dire. Mais moi, je suis assez optimiste sur ce genre de choses. Je pense que ça ne va pas bouleverser les choses en 5 ans, mais il y a quand même des évolutions importantes. Hein. Enfin, le site que j'ai vu, outre l'usine de traitement des ordures, il y avait des entreprises vraiment productives où il y avait de la matière, ils fabriquaient des pompes à chaleur, ils sont en pleine ville, quoi. Donc, il y a des camions qui arrivent de temps en temps. Mais je veux dire, quand on est dans l'atelier, c'est parfaitement propre, quoi. Ça ressemble à un laboratoire de recherche. C'est même mieux rangé. Et je viens de partager dans le chat donc, les liens pour télécharger la recherche que Gino Varina a dirigée à propos de la mixité et du zoning, toujours pour le PUCA, donc mixité fonctionnelle versus zoning, et sur les enjeux que ça ouvre. Donc voilà, je vous conseille évidemment d'aller la regarder, elle est extrêmement intéressante. Est-ce que vous voulez que je vous envoie le PowerPoint? Avec grand plaisir. Bon, Oui, ben, je vais le faire, tout à je fait. vous l'enverrai. Avec grand Je l'envoie à plaisir. vous? Oui, à moi, oui, c'est bien. D'accord. Je Okay. vais les partager avec les étudiants. D'accord. Très bien. Et donc, moi, je remercie à nouveau Gino Varina pour sa C'était présentation, un vrai pour la plaisir. discussion aussi. Et donc, j'espère l'année prochaine de pouvoir voir donc, les résultats de la recherche-action. Voilà, oui, Donc, je on vais va vous inviter à nouveau, donc j'espère. bien, Ça. oui, bien volontiers, on peut rester en contact. Et puis, Très bien, avec grand j'espère que plaisir.
qu'il y a beaucoup d'étudiants en architecture, en urbanisme qui s'intéresseront à ces questions-là. Je ne dis pas qu'il faut abandonner le logement, mais il faut un peu rééquilibrer les choses, quoi. Très bien, je l'espère aussi. De même, par exemple, je n'ai pas travaillé là-dessus, mais je n'ai pas dit, les espaces commerciaux vont changer. Mhm. Il y a des gens qui disent qu'aux États-Unis, un tiers des malls commerciaux, c'est-à-dire des espaces dévolus aux supermarchés, sont fermés. On voit bien que tous les grands groupes se réorganisent autour de petites unités dans les villes, quoi. Donc là aussi, il y a vraiment du boulot, quoi. Mhm. Je veux dire, il faut comprendre les logiques de Carrefour, de Lidl et d'autres. Et j'insiste là-dessus, hein. Quand je dis il faut comprendre, ça ne veut pas dire qu'il faut faire ce qu'ils veulent qu'on fasse. Mais il faut comprendre quelles sont leurs logiques, ce qu'ils veulent, ce qu'ils attendent des bâtiments. Si vous voulez, il ne faut pas proposer à quelqu'un qui est dans une logique de minimiser ses coûts, le coût des locaux, il ne faut pas lui proposer des bâtiments de très grande qualité, très beaux. Il faut lui proposer du fonctionnel. Par contre, si quelqu'un est dans une stratégie de valorisation de son activité, peut-être que là, on peut faire un beau bâtiment. Voilà, et puis, je veux dire, il faut aussi amener les gens à changer. Je dirais. Aujourd'hui, la question de la circulation de tous les modes dans les zones d'activité est posée. Ce n'était pas le cas il y a 5 ans ou il y a 10 ans. Donc, voilà. Et donc, il faut faire comprendre aux gens qu'il faut apaiser les vitesses, il faut que les gens puissent cohabiter sur les espaces publics, etc., y compris dans les zones d'activité. Ça, c'est un vrai combat qu'il faut mener. Il ne faut pas céder à des gens qui veulent aller toujours plus vite, qui disent que les camions ont la priorité sur les voitures sur les piétons. Enfin, il faut changer les choses. Il faut mener ce combat. C'est un vrai combat. Non, et à propos des centres commerciaux aux États-Unis, en effet, il y a aussi des questions de patrimoine. Parce que, bon, il y a eu quand même dans le développement des États-Unis des centres commerciaux faits par des grands architectes, je pense par exemple à John Gerd, par exemple, qui maintenant sont menacés et dont récemment, je pense, il a été détruit les Horton Plaza Mall de John Gerd à San Diego, qui est considéré quand même qui était considéré comme un exemple assez important d'architecture commerciale. Et donc, voilà, il y a aussi des enjeux patrimoniaux qui s'ajoutent à ça. Oui, même, je pense aux zones d'activité, il y a des bâtiments qui ont une certaine valeur. Donc, la question de leur réemploi se pose. Hein, il ne faut pas non plus... Mais globalement, il y a quand même beaucoup de choses qui sont médiocres, quoi. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci à nouveau. Merci, enchanté d'avoir fait votre connaissance. Merci aux étudiants pour leur attention et pour leurs questions. C'est plus difficile à distance que... présentiel, comme on dit maintenant. Voilà. Oui, et espérons donc que l'année prochaine va être en présentiel. D'accord. Et merci. Ben, nous, on va faire une petite pause de 5 minutes. Après, on va terminer avec la dernière partie du cours. Eh bien, bon travail. Alors. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne journée.